Bonjour Frédéric Rouvillois. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Descartes. Vous publiez Crime et Utopie. En ce 8 mai 1945, le monde découvrait la fin du nazisme. Vous nous expliquez comment cette abomination de l'histoire a été possible à travers ce livre et surtout comment une utopie a pu rendre le crime réalisable. C'est effectivement le but de mon ouvrage, de montrer que le nazisme n'est pas aussi mystérieux qu'on l'a cru, aussi énigmatique qu'on l'a cru. Le nazisme, c'est pas un coup de baguette magique épouvantable, c'est effectivement un discours cohérent, un discours utopique, c'est-à-dire la promesse faite aux Allemands, qui sont à l'époque l'un des peuples les plus évolués, les plus cultivés de la Terre, la promesse qu'il leur est faite, non seulement qu'ils vont, si je puis dire, se venger de la défaite de 1918, se venger du traité de Versailles, mais surtout qu'ils vont pouvoir accéder véritablement à ce que propose l'utopie, c'est-à-dire une sorte de paradis sur Terre, une société parfaite dans laquelle, au fond, les Allemands, les vrais Allemands, les Aryens, seront heureux, réconciliés, réunifiés, et finalement, pour toujours, dans le fameux Troisième Reich. Comment les Allemands, et puis pas seulement, puisqu'il y a eu des nazis partout en Europe et ailleurs, comment cette promesse-là, comment on a pu y croire ? On a pu y croire parce que je pense qu'on voulait y croire. Hein. Il y a évidemment dans l'émergence du nazisme le contexte économique, social, politique très difficile de l'époque, avec le chômage à des niveaux extrêmement élevés, avec tous ces éléments permettent d'expliquer un petit peu pourquoi finalement, les Allemands ont si facilement cru à ce magicien démoniaque qu'était Hitler, mais surtout ont cru effectivement à ses promesses et à l'idée qu'on pouvait véritablement accéder à la perfection. Oui. Parce que c'est ça l'utopie. C'est ce que vous voulez dire à travers ce livre, Frédéric Rouvillois, c'est qu'il y a quelque part dans cette leçon du nazisme, une leçon pour aujourd'hui ? Une leçon pour aujourd'hui, dans la mesure où, c'est ce que j'essaie de montrer, toute utopie, c'est-à-dire tout projet, non pas seulement d'améliorer un peu les choses, mais tout projet de construire la perfection, de construire la cité idéale, qui est au fond sous-jacent et présent dans beaucoup d'idéologies, toute dimension utopique est en soi dangereuse, si vous voulez. Il n'y a pas d'utopie innocente, et l'utopie, effectivement, conduit toujours, d'une manière ou d'une autre, mais de manière certaine, vers des dérives totalitaires et mortelles. Alors, en cela, est-ce que le nazisme diffère, à travers Hitler, du communisme version Staline, ou d'autres systèmes utopiques qui ont pu installer des totalitarismes ? Alors, il en diffère naturellement parce que c'est en Allemagne, parce que c'est une utopie particulière, c'est une utopie raciste, mais l'idée fondamentale, la matrice est toujours la même, c'est-à-dire l'idée qu'on va pouvoir, au fond, sortir de l'histoire et réaliser l'homme nouveau, réaliser la société parfaite. Ça, on le trouve aussi bien, effectivement, chez les nazis que dans l'idéologie communiste qui va amener, effectivement, au désastre stalinien ou maoïste ou cambodgien dans les années 75. C'est une espèce de racine commune, effectivement, qui, me semble-t-il, permet d'expliquer les choses et leur horreur. Oui, ce que vous dites aussi, Frédéric Rouvillois, c'est qu'on n'a pas voulu voir cette réalité de l'utopie, que le nazisme pouvait être vu comme une utopie. Parce que c'est très dérangeant, effectivement, parce que l'utopie, de nos jours, conserve, malgré tout, une certaine bonne réputation, si j'ose dire. Et donc, pour des raisons qui sont compréhensibles, on n'a pas voulu, si vous voulez, dédouaner le nazisme en expliquant que c'était une utopie. Mais le résultat, c'est qu'on est arrivé à une espèce d'impasse intellectuelle et on a été contraint de dire que le nazisme, finalement, ne s'expliquait pas, que c'était une sorte de crise d'hystérie passagère de l'Allemagne et explication à la fois fausse, insuffisante et surtout dangereuse dans la mesure où elle nous cache la réalité. La réalité, c'est que l'utopie est toujours présente, tapis, comme je vous le disais, un petit peu derrière beaucoup d'idéologies, et que toute utopie, effectivement, étant potentiellement totalitaire, le mal peut ressurgir à tout moment. Oui, toute utopie, vous dites, est potentiellement totalitaire. Cela veut dire qu'on veut vouloir faire le bonheur des gens à leur place, et qu'en quelque sorte, on va faire leur malheur. Exactement. L'utopie, c'est l'idée que l'homme peut réaliser la perfection, peut faire le paradis sur Terre. Et c'est l'idée aussi que cette perfection est tellement merveilleuse que
que tout se justifie, que les moyens, effectivement, n'importe quel moyen peut être utilisé pour réaliser cette utopie, ce paradis sur Terre. C'est-à-dire y compris la mort, y compris les massacres, y compris le racisme, y compris tout cela. Y compris la délation, y compris la surveillance permanente, y compris le génocide, comme c'est le cas dans l'utopie hitlérienne, mais comme c'est le cas dans beaucoup d'autres utopies contemporaines, et comme c'était le cas déjà dans les ouvrages utopiques qui prônaient ces systèmes politiques-là, qui se sont multipliés en Occident depuis la Renaissance. On a trop donné de place à Adolf Hitler, à son supposé charisme, à sa supposée capacité à mobiliser les foules. Alors, on n'a pas donné trop de place à Adolf Hitler, parce qu'effectivement, dans ce mécanisme de l'utopie, il joue un rôle capital, puisque c'est lui finalement qui, dans Mein Kampf, va poser les jalons de cette utopie nazie. Mais effectivement, son charisme, cette dimension hystérique, etc., doivent être, à mon sens, doivent pas occuper la totalité du paysage, puisque ça occulte justement cette dimension utopique qui me semble déterminante pour expliquer le problème. Oui, on en arrive à avoir un peuple, le peuple allemand en l'occurrence, qui se félicite des pogroms, qui se félicite des autodafés de livres et qui finalement se félicite de la mort de la démocratie comme si c'était une liberté nouvelle pour lui. Absolument, et du reste, c'est très frappant. Le mot même de liberté, par exemple, qu'on pourrait croire complètement banni à l'époque nazie, est au contraire omniprésent dans le discours nazi. L'idée, au fond, c'est qu'on va se libérer du passé, on va se libérer de la démocratie, mais aussi on va se libérer du passé impérial wilhelminien, on va se libérer de l'ancienne aristocratie, on va se libérer, très important, de la religion chrétienne, pour créer effectivement cette société nouvelle, cette société réconciliée, cette société parfaite, dans laquelle l'homme nouveau, l'homme arien, va pouvoir régner jusqu'à la fin des temps. Aujourd'hui, on commémore donc l'anniversaire de ce 8 mai 1945. Quelle leçon de l'histoire vous tirez, Frédéric Rouvillois, quand vous dites crime et utopie? Ça veut dire qu'on est encore à la merci de ça? Absolument. C'est pour ça que je n'ai pas voulu effectivement mettre en titre le nazisme, parce que l'utopie, comme je vous le disais tout à l'heure, elle est permanente, elle est partout, partout présente. C'est-à-dire cette tentation qu'on peut finalement aller vers la perfection, qu'on n'a pas à se résigner à ce qui existe, mais qu'on peut, effectivement, en rasant tout, arriver à faire le paradis sur Terre. Merci beaucoup, Frédéric Rouvillois. Une nouvelle enquête donc sur le nazisme, publiée chez Flammarion. C'est votre livre « Crime et utopie ». Merci d'avoir été notre invité. Merci.